Avant de commencer cet épisode, n'hésitez pas à télécharger le guide qui l'accompagne pour pouvoir faire le bilan de l'année 2024. Vous l'avez dans les liens de l'épisode. Téléchargez-le pour vous aider, pour pouvoir quand même vous accompagner tout au long de cet épisode et faire cette rétrospection dont vous avez peut-être besoin avant d'entamer 2025. Ça fait toujours du bien de clore l'année avec ça. Faites-vous la réflexion de quel a été votre mot et ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé en 2024 pour pouvoir avoir une année 2025 magique. Bienvenue dans la matrescence. Dans ce podcast, on part à l'aventure. L'aventure la plus merveilleuse et difficile de la vie, la parentalité. Laissez-vous embarquer au travers des épisodes qui explorent toutes les facettes, des plus complexes aux plus fun, du monde des parents. Apprenez, riez, pleurez, découvrez et débattez en écoutant la matrescence. Nous avons une mission, vous donner des clés pour vous accompagner à n'importe quelle phase de votre parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte depuis mars 2019 déjà. Je suis ultra curieuse, très enthousiaste, mais beaucoup trop bordélique. Je suis aussi maman de 3 petites filles qui m'aident à me remettre en question quotidiennement. Et dans une autre vie, j'ai été journaliste sportive à la télé et aujourd'hui, je vous aide à rayonner dans votre parentalité. Abonnez-vous pour ne rien rater. Allez, let's go! Je crois que c'est mon épisode préféré de l'année à enregistrer. Je crois que c'est un épisode que j'aime particulièrement parce que ça demande de l'introspection, ça demande un retour en arrière sur ce qui s'est passé sur l'année 2024 et j'adore faire ce type d'exercice. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez qu'en début d'année, j'ai proposé un épisode qui s'appelle 3 questions à se poser en début d'année 2024 et de choisir un mot. Moi, j'avais personnellement choisi le mot stabilité pour cette année parce que je ressortais d'une année 2022-2023 extrêmement chaotique avec l'arrivée de ma dernière fille sur les 3, avec une séparation quelques mois après, qui était assez violente à vivre pour moi, avec une grosse dépression, une grosse remise en question, avec une vie chamboulée à laquelle je ne m'attendais pas, qui a été extrêmement difficile à vivre en 2023. Et puis, ça a été aussi la remontée vers la lumière. Ça a été aussi une année extrêmement salvatrice et belle finalement, alors que ça avait très très mal commencé pour moi en 2023. Donc quand je m'étais posé la question du mot qui devait être associé à mon année 2024, clairement c'était le mot stabilité, ça avait tout son sens. Je me suis depuis remise avec mon mari, on a traversé une épreuve vraiment difficile, hein. Beaucoup plus qu'un baby clash finalement. J'en ai jamais parlé en long et en large, je suis pas sûre que je le ferai un jour, mais en tout cas voilà, c'est possible de reconnecter à une personne qu'on a aimée, même quand on s'est séparés pendant de longs mois, même quand on s'est fait du mal. Donc cette année, j'avais besoin de stabilité pour plein de choses, ma vie perso, ma vie pro notamment, et je l'ai un peu vécu comme une renaissance et pourtant ça n'a pas été si simple. Je voyais ça beaucoup plus facilement l'année 2024 et ça n'a pas été le cas. Et je vais vous raconter un petit peu pourquoi. Donc, je vais vous parler de 2 catégories aujourd'hui. Ce qui a marché pour moi en 2024 et ce qui n'a pas fonctionné pour moi en 2023. Ma plus grande réussite, je pense, enfin, c'est pas vraiment une réussite, mais c'est ce qui a vraiment coloré mon année de manière positive et qui m'a fait énormément de bien. C'est en mars 2024, mon diagnostic de TDAH /HPI hautement sensible. J'ai enregistré un épisode avec quelqu'un qui est spécialisé dans la haute sensibilité et il me disait qu'il détestait le mot hypersensible, donc je m'efforce de changer ça. En fait, ça a été une révélation pour moi, ça a été un immense soulagement, ça a été beaucoup de pleurs, ça a été beaucoup de compréhension, de mise en lumière sur qui j'étais, sur les 36 années précédentes. Ça a été un énorme soulagement pour mon couple de savoir que j'avais un TDAH, donc un trouble du déficit de l'attention, que je faisais pas exprès d'être comme ça, d'être aussi bordélique, d'être aussi parfois difficile à vivre, on va pas se mentir.
d'être aussi tête en l'air, d'oublier tout le temps mes clés, mon téléphone, de couper la parole en permanence aux gens, d'être très impulsive dans ma façon d'être. Alors ça, c'est fun et ça a ses atouts, mais je pense que c'est épuisant au quotidien pour les personnes qui sont avec nous. Mais du coup, ça m'a fait vraiment du bien de savoir ça. À la base, j'ai cherché à savoir si j'avais un TDAH. Et ensuite, donc, la neuropsy que j'ai consultée m'a dit ça serait bien de faire, si vous voulez, en tout cas, de faire tous les tests des atypies. Et c'est ma psychologue à moi qui m'avait encouragée à faire pour le HPI. Donc, j'ai on appelle ça un HPI hétérogène, je crois. Ou homogène, pardon, je sais même plus, voilà. Je suis pas vraiment HPI. En gros, sur 4 items, je score très haut sur 2. Notamment sur le verbal et la capacité et la vitesse de compréhension. Donc très haut, à plus de 130. Voilà, on détermine ça à partir de 130. Et je score en moyen, c'est-à-dire entre 110 et 120 sur la logique et je sais même plus, sur la capacité de mémoire. Donc pas de surprise, capacité de mémoire déjà, on va dire que j'ai fait les tests en mars. Je dormais pas. Donc franchement, me rappeler de choses, c'était compliqué. Et puis surtout, le TDAH, ça fait baisser clairement ces items-là. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment dire que je suis un HPI homogène. Je crois que je suis hétérogène du coup. Voilà. Et je suis hautement sensible. Et ça a été une découverte parce que je ne me voyais pas du tout comme ça. Je ferai un épisode où je parlerai en long et en large de tout ça. Mais ça a été vraiment quelque chose de très bénéfique, très positif, parce que ça m'a obligée à réfléchir à comment je travaille, à mettre en place des astuces et à arrêter de me flageller. Bon, c'est un ajustement, hein, ça fait que 9 mois que je sais tout ça, 10 mois. Donc c'est un petit virage dans mon année, mais pour moi, je retiens une chose, c'est une révélation. Voilà, l'année 2024, de ce côté-là, ça a été une révélation et une mise en place de stratégies pour m'aider à être plus efficace et aller mieux, en fait. Vraiment, sur le plan de la santé mentale, ça a fait une différence. La deuxième chose qui a trop bien marché pour moi cette année, et c'était pas gagné, c'est le sommeil. Alors, trop bien marché, je m'emballe un peu. N'abusons pas quand même. Mais on va dire que depuis cet été, nos filles dorment quasiment toutes les nuits. On va dire qu'il y a une fois par semaine où c'est un peu galère, mais franchement, je suis passée de un réveil toutes les 30 minutes pendant des mois, voire années. J'ai cru mourir. À quasiment un réveil, voilà, de temps en temps, pour une de mes 2 dernières filles. Ma grande, elle dort toujours très bien, il n'y a pas de souci, sauf des fois un petit cauchemar, mais franchement, je ne vais pas lui en tenir rigueur. On a beaucoup de chance, c'est qu'on n'a pas d'énurésie chez nous, alors que moi, j'ai eu de l'énurésie jusqu'à mes 12 ans. Donc pas de pipi au lit, qui réveille et qui a besoin d'être changé. J'ai encore une fille qui a une couche la nuit. Mais donc, le sommeil, révélation, en fait. Alors, j'ai la sensation que du coup, ça se voit beaucoup sur mon visage et que j'ai l'air très fatiguée, et c'est logique, hein. Mais la deuxième partie de mon année 2024 a été dans la stabilité niveau sommeil, et c'était une des choses, un des objectifs que j'avais pour cette année. Donc vraiment, je sais qu'on va que vers le mieux et qu'une deuxième partie de notre vie de parents va arriver et existe. Et clairement, si vous êtes dans le dur du sommeil, sachez que nous ne sommes pas les mêmes parents quand on a dormi correctement ou quand on n'a pas dormi correctement. Donc, ne soyez pas trop dur avec vous. Si vous culpabilisez de crier, d'être sur la tangente et de ne pas arriver à réagir comme vous aimeriez, sincèrement, quand notre système nerveux est autant en alerte que rien n'est fait pour que notre corps s'apaise, on ne peut pas s'en vouloir. Voilà. Troisième chose qui a marché pour moi, le sport. Alors c'est paradoxal parce que c'est une année où j'ai pris beaucoup de poids et peut-être que j'en parlerai un autre moment. Vive les hormones, vive le fait d'avoir 36 ans et que son métabolisme et son corps ne fonctionnent plus de la même manière. Mais j'ai redécouvert une pratique sportive quotidienne, quasiment. Enfin franchement, si je ne fais pas une séance de sport, je fais du vélo, je vais marcher. Je suis active, ce qui n'était plus le cas en 2022-2023. Logique, 2022, je venais d'avoir quand même un 3e enfant en 1 an et demi, 17 mois. Donc je voulais sortir de la sédentarité, mais j'avais beaucoup de mal à m'organiser et à être dans la régularité. Et je m'en veux pas, hein, j'étais en postpartum, c'est normal. Ma dernière, va bientôt avoir 3 ans. Et cette année, ça a été...
beaucoup plus simple à mettre en place. Donc soit le matin quand j'ai bien dormi, je me lève largement avant tout le monde puisque je me couche vers 21h30, 22h. Donc à 6h, je peux être debout et faire du sport. Donc ça, moi j'adore faire du sport le matin. Je ne suis pas du tout quelqu'un câblé pour faire du sport le soir ou l'après-midi, il me faut le matin. Et donc je fais les séances de Studio Témé que je salue, qui a été créé par Ludivine, que j'ai interviewé dans ce podcast et qui est un de mes partenaires réguliers depuis des années. Mais donc je suis vraiment fière d'être partenaire de son projet à Ludivine, qui est dédié aux femmes enceintes et en postpartum et en reprise de sport et après même. Donc moi je fais ces séances cardio avec des poids plus lourds. Et donc c'est pour ça que je dis que c'est une des choses qui a marché pour moi en 2024, le sport, parce que j'ai appris beaucoup sur mon corps, sur ses fonctions qui ont beaucoup changé, drastiquement changé depuis ma vingtaine et le début de ma trentaine. Donc, si vous êtes fin de vingtaine, début de trentaine, je vous envie, votre corps fonctionne encore plutôt bien. Ensuite, le métabolisme, il change avec les hormones, malheureusement, et la masse musculaire aussi. Et donc, j'ai appris à mettre des poids, à charger ce que je faisais. Et c'est un kiff énorme, je pense, parce que ça me rappelle quand je faisais de l'athlé. Et qu'en fait, je faisais des choses très difficiles sans m'en rendre compte. Et j'adore ça, me challenger. Je suis nulle en cardio. Mais en fait, le cardio, on peut en faire de plein de manières différentes. Et donc, j'arrive à aller une fois par semaine chez Dynamo depuis le mois de juin-juillet. Parce que les 6 premiers mois de l'année, je vais en parler après, j'ai eu une mononucléose. Ça m'a fracassé. Donc vous voyez, ma stabilité, elle est plutôt arrivée dans les 6 derniers mois. J'avais fait un bilan de mi-année, j'étais au bout de ma vie au bilan de mi-année là en juin, j'étais vraiment pas bien. J'avais pas réussi grand-chose et au final de faire ce bilan mi-année m'a beaucoup aidé à réaliser ce que j'avais fait, pas trop fait, et à me calibrer pour la suite en fait. Et ça m'a redonné un élan pour la fin de la deuxième partie de l'année 2024. Donc vraiment l'année prochaine, je vous invite à le faire, ça, ce bilan de mi-année. Parce que ça m'a fait me poser, me regarder, dire j'ai réussi quoi, j'ai pas réussi. Ah ok. Donc là, effectivement, je voulais faire du sport toutes les semaines régulièrement, j'y arrivais pas. Et donc j'ai réenclenché ça et c'était top. Vraiment, cette dernière partie d'année, je me suis beaucoup épanouie, j'ai adoré. Donc le sport est un de mes piliers et ce qui fait que je vais bien. Ma santé mentale est préservée si je fais du sport, mon couple. Il y a ça aussi, c'est que dans mon couple, on s'est remis à faire du sport un peu ensemble. Enfin, on s'est entraîné vers le haut. Et ça m'a fait beaucoup de bien parce que c'est quelque chose qui nous liait de base. C'était notre truc à tous les deux. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. On s'est quand même rencontrés sur un terrain de rugby quand moi j'étais journaliste et lui rugbyman. Donc le sport, c'est la base de notre relation et on avait un peu oublié ça. Et donc ça fait du bien de l'avoir retrouvé. Et je vous encourage à vous y mettre, mais de façon très douce. Hein. Faites ce qui vous plaît, quoi. Que ce soit du yoga, soit de la marche. La marche, moi, j'ai fait un truc trop cool en fin d'année, c'est que j'ai acheté une veste lestée. Je vous mets le lien. Alors, je le dis tout de suite, je suis transparente. Je l'ai achetée sur Amazon. Je n'ai pas trouvé ailleurs qui me correspondait. Je vais me faire taper sur les doigts, je sais, mais je préfère le dire que je suis pas parfaite parce que, en fait, sinon, on véhicule quelque chose de faux et je suis comme tout le monde, je fais très attention à acheter le moins possible sur certaines plateformes. Et en même temps, ben voilà, je fais comme je peux. Mais je vous mettrai le lien parce qu'une veste lestée, bah c'est la vie en fait. J'ai 8,5 kg sur moi. Quand je vais marcher, vous marchez 20 minutes, bah vous le faites avec une intensité différente. Quand je suis partie faire mon week-end fille dans les Pyrénées, bah on marche avec 16-18 kilos sur le dos. Je vous jure, ça relance le métabolisme. Hein. C'est pas pareil. Bon, on marche des heures et des heures. En plus, on a du dénivelé. Mais juste ça, là, si vous n'êtes pas du tout à faire des trucs avec des poids, si c'est pas votre truc, une veste lestée, je fais un grand pouce. Pour celles qui regardent sur YouTube, j'ai mis mon plus beau pull de Noël. Vraiment, je l'adore, ce renne qui louche. Mais bon, j'aurais pu vous montrer ma veste lestée, il aurait fallu que je fasse. Je ferai une vidéo YouTube un jour avec les équipements que j'utilise au quotidien qui sont géniaux en fait. Donc ça, c'est ce qui a marché pour moi. Donc mon diagnostic, le sommeil, le sport. Bah, dans la stabilité, dans le mot stabilité, il y a ma famille. Ça a été chaotique encore le début d'année. On a quand même infligé des choses intenses à nos filles. Difficile, je peux le dire, hein, une séparation si petite, de manière aussi brusque, avec voilà, 2 parents qui s'entendaient pas du tout et qui faisaient pas comme il fallait dans la coparentalité. Ça a été violent pour elles, c'est normal, elles étaient petites. Même quand ça se passe très bien, la coparentalité, c'est toujours un changement, un bouleversement pour des enfants, une séparation.
Donc, quand on s'est remis ensemble avec mon mari, qu'on s'est juré de ne pas réinfliger ça à nos enfants, ça les a quand même perturbés. On va pas se mentir, hein, elles étaient très heureuses, mais voilà, il y avait la peur derrière. Donc, ça a pris du temps pour nous de stabiliser ça avec elles, de les rassurer. C'est encore un travail au quotidien. Mais donc, ce mot stabilité, il a vraiment eu du sens pour ma vie de famille. Ça voulait dire un petit peu moins de déplacements en 2024, que j'en ai eu pas mal en 2023. Ça voulait dire faire un travail de fond, de réassurance. Ça voulait dire faire un travail de fond dans notre couple aussi, qui a été mis à mal. Je vous assure qu'on se remet pas ensemble de manière facile et intuitive et comme s'il n'y avait pas eu de trauma. Ça demande beaucoup de travail et c'est très intense, très inconfortable. Mais encore une fois, je pense que la deuxième partie de l'année, elle a été géniale. Et il y a toujours des difficultés, comme partout, hein, croyez-moi. J'en suis la preuve vivante, mais on a une autre intention, on a une autre compréhension. J'aimerais vraiment faire cet épisode sur le couple, mais je sais que mon mari, ça le gêne, et donc je respecte tout à fait. Et si j'ai une chose à dire, c'est que bosser la théorie de l'attachement. Bosser la théorie de l'attachement, moi, c'est ce qui a sauvé mon couple. C'est ce qui a tout changé. Donc je pourrais faire un épisode là-dessus, vraiment sur comment la théorie de l'attachement, nos liens d'attachement jouent sur nos relations d'adultes. C'est monstrueux, on s'en rend pas compte. Et en France, on n'est absolument pas formé à ça. Vraiment, la théorie de l'attachement, c'est le socle, la base, et pas que pour nos enfants, en fait, vraiment notre couple. Et je pense que si vous êtes comme moi, vous n'êtes pas forcément sécure. Donc, je ne suis pas sécure, je suis, on dit préoccupée, anxieuse. Et mon mari est distant. Et donc, ça crée beaucoup de problématiques au quotidien. Et c'est un effort constant de réassurer l'autre et de le sécuriser. Et de sécuriser les enfants en parallèle, en fait. Et d'apprendre à se disputer de manière saine, à réparer. C'est pas du tout évident. Voilà. Mais franchement, 2024, sur la stabilité, comme ça, au niveau de la famille, de mes filles. Voilà, mes filles, elles ont 3 ans, à peu près 4 ans et demi, 7 ans et demi, mais waouh! Je suis sortie du dur, je le sais. Et je kiffe. Et j'aurais jamais dit ça avant. Il y a eu tellement de fois où je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Comment je vais supporter ça? Je peux plus, j'ai envie de partir en courant. Et plus aujourd'hui, quoi. Donc ça fait du bien. La dernière partie des choses qui ont bien marché pour moi en 2024 et qui se sont stabilisées, ça a été agrandir mon équipe autour de la matrescence. Donc si vous écoutez ce podcast, sachez que nous sommes 4 personnes à fournir un travail génial pour que ça arrive dans vos oreilles ou sur votre écran sur YouTube. Vraiment, ça a été une révélation pour moi d'embaucher Morgane, qui est mon bras droit. Donc ça fait 1 an et demi qu'on travaille ensemble. J'étais hyper réticente à faire grandir mon entreprise parce que c'est pas ma formation chef d'entreprise, c'est un apprentissage au quotidien. Et cette année, j'avais besoin de stabiliser ça. Les entrepreneurs, on aime bien évoluer dans le chaos. C'est un peu notre marque de fabrique. C'est pour ça qu'on crée des choses. Et en fait, c'est bien aussi de stabiliser, c'est chouette. Donc, on a mis en place des choses très simples. Semaine de 4 jours, on ne travaille pas le vendredi. Parfois, je suis très honnête, c'est une variable d'ajustement. On doit travailler le vendredi un petit peu. Mais ça veut dire qu'il y a eu d'autres journées où c'était plus light. On finit à 17h, on commence vers 9h30. Je n'impose pas des journées de travail infinies. Pourtant, dans mon équipe, il y en a 2 qui n'ont pas d'enfants. Hein, donc, c'est pas une question juste d'avoir des enfants et de pouvoir s'en occuper, c'est d'avoir une vie en dehors. Je suis très claire sur cette mission-là. Je suis très alignée avec ça. Peut-être qu'on fait moins d'argent, on a moins de chiffre d'affaires et c'est pas grave. Mais je vais être très, très claire. Je suis hyper fière de moi parce qu'on a fait plus de 100 000 euros de plus de chiffre d'affaires cette année. Donc, ce qui me permet de payer 4 personnes. Je ne veux pas que ce soit tabou de dire qu'on gagne de l'argent. On gagne de l'argent avec un produit gratuit. Il faut que vous en ayez conscience. Je sais que vous êtes beaucoup à en avoir conscience. Donc, je vous en remercie. Mais vous avez accès à un savoir gratuitement. Parfois, on oublie. Et donc, oui, il y a des sponsors qui sont fidèles pour certains, d'autres qui viennent plus ponctuellement. Et c'est grâce à ça qu'on fait vivre le podcast. Et c'est grâce à ça que vous avez dans vos oreilles des gens incroyables et qui peuvent changer votre vie. Je sais que par exemple la culture américaine fait que ça c'est très accepté, très normalisé. En France c'est plus complexe de jongler entre ces 2 aspects-là, mais en tant que femme entrepreneur, il faut pas qu'on ait honte de dire qu'on a de l'ambition, qu'on veut gagner de l'argent aussi et qu'on veut aider à côté de ça. Notre mission première, c'est quand même de changer le monde, mais on peut pas le faire sans gagner d'argent. Donc si vous êtes entrepreneuse, que vous écoutez ça, que vous soyez solopreneuse, chef d'entreprise, peu importe, on a le droit de gagner de l'argent. Si vous êtes une femme, surtout.
Et si vous êtes salarié, vous avez le droit de demander des promotions, vous avez le droit de vouloir évoluer et de récupérer une contrepartie financière, puisqu'on vit dans une société qui a besoin de cet argent pour avoir accès à des choses qui facilitent la vie, surtout. Hein. On va être très honnête. Donc vraiment, ça a été pour moi un grand accomplissement. En mars, on a accueilli Pauline, qui travaille en freelance avec nous. En avril, on a accueilli Alexandre, qui était le stagiaire, et en septembre, Alexandre est parti, et en septembre, Anouk nous a rejoint en tant que alternante, et normalement, à la rentrée, on va avoir une autre stagiaire, donc on sera 5 à peu près au quotidien, et puis il y a Éléonore qui monte tous ces épisodes que vous entendez. Ce qui a été une grande réussite pour moi et stabilité, c'est que j'ai travaillé une année complète. Donc, si vous suivez ce podcast depuis l'année 2019, sa création, c'était mars 2019. Donc là, c'était pas une année complète, puisque j'ai commencé en mars et j'ai terminé la saison en décembre, mais je suis tombée enceinte à ce moment-là de ma deuxième fille. Donc, l'année 2020 a été très tronquée, puisque j'étais enceinte, plein Covid, et j'ai accouché. Donc, 2020, pas d'année complète, puisque j'ai pris un congé maternité. 2021, pas d'année complète, puisque j'avais encore un congé maternité. Et je suis tombée à nouveau enceinte. 2022, pas d'année complète, puisque je suis tombée enceinte et que j'ai accouché. Long postpartum congé mat, puisque c'était un 3e enfant. J'ai arrêté, je crois, 6 mois quasiment. 2023, séparation. Donc pour moi, un peu avant, dépression. Donc je me suis arrêtée 4 mois. Et donc, j'ai engagé Morgane à ce moment-là. Et donc, 2024, première année, de janvier à décembre. Et waouh, quel accomplissement pour moi. J'en rigole, mais ça m'a fait beaucoup de bien. Et je suis très fière parce que j'ai l'impression que du coup, c'est un petit peu l'année 0 du podcast. Comme si maintenant, allez, on était sur un train qui roulait. Et il y a trop d'idées qui arrivent pour 2025. Ça va être juste incroyable. J'ai adoré aussi en 2024 apprendre de nouvelles choses. Je suis très honnête, j'adore apprendre. Je suis journaliste, c'est pas pour rien. Je suis curieuse de nature. J'ai besoin de comprendre le monde dans lequel je vis, d'avoir de nouvelles expériences et de nouvelles compétences. Et donc, en début 2024, on a acheté plusieurs formations avec Morgane qu'on a faites ensemble sur la gestion du temps. Ce sont des formations américaines. Et sur moi, sur le business. J'avais vraiment besoin parce que j'ai tout quitté en étant salariée, en ayant une licence d'histoire et un master de journalisme. Autant vous dire qu'en France, ça veut dire que je n'ai absolument jamais rien vu qui concerne les business models ou le monde de l'entreprise. Vraiment rien, zéro notion, absolument zéro. Donc il a fallu quand même que je sois honnête avec moi-même et que j'accepte que j'ai besoin d'apprendre. Et en fait, j'ai adoré faire cette formation sur le business. Il y a plein de choses que j'ai intuitivement mises en place toute seule, donc j'étais très fière parce que c'est pas pour rien que ça marche, c'est que j'avais fait les choses bien, mais de le voir concrètement, de comprendre pourquoi ça avait un impact, comment. Moi, il y a des gens, ils me parlent dans le monde des startups, de l'entreprise, je comprends rien à ce qu'ils disent. Ils parlent avec des mots, des acronymes, et en fait, si je gratte, je le fais, mais je sais pas que ça s'appelle comme ça. Donc des fois, suivre son intuition et le faire de manière moins cadrée, c'est pas grave, ça peut marcher aussi. Mais j'ai adoré acquérir ces nouvelles compétences, ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a aussi confortée dans ma posture de podcasteuse, journaliste / chef d'entreprise, parce que c'est une réalité de mon travail aujourd'hui et j'adore ça en fait. J'adore, je suis une leader dans l'âme, donc vraiment ça me correspond très très bien, cette posture de chef d'entreprise. Et moi, je veux pas un management vertical. C'est vraiment, je suis contre ça. Donc, j'essaye le plus possible d'être linéaire. Je suis pas la meilleure. Je dis pas du tout ça. Si celles qui travaillent avec moi m'écoutent, elles peuvent me faire un retour sur comment je manage. C'est intéressant. On va faire d'ailleurs notre journée de fin d'année là, donc on pourra en parler. Mais j'apprends au fur et à mesure avec tout le monde et j'adore cette aventure-là. Et la dernière chose que j'ai adorée en 2024, c'est que j'ai beaucoup vu mes amis. Beaucoup. Alors, pas la première partie. Encore une fois, je pense que la stabilité, elle est vraiment arrivée à partir de juin, juillet, août. Et que c'est les derniers mois là où c'était trop cool. Je suis beaucoup plus sortie parce que je dors mieux. Donc, forcément, je peux un tout petit peu me permettre de décaler mon sommeil, de moins le prioriser, être au lit à 21h30. J'ai fait ce fameux week-end avec mes amis où je suis partie dans les Pyrénées. Si vous n'avez pas écouté, j'ai enregistré un épisode entier pour vous expliquer pourquoi c'est trop chouette de faire ça avec des copines. J'ai passé plus de temps vraiment avec mes amis cette année.
Mais pour une raison très simple aussi, c'est que mes filles grandissent et que c'est plus facile et que j'ai moins de culpabilité de le faire et que je suis beaucoup plus sécure dans le fait de me dire j'ai le droit d'avoir du temps pour moi. J'ai un bien meilleur relais que je n'ai eu avant puisque mon mari est très sécure aussi de ce côté-là et que l'avantage d'avoir été séparés, si je peux dire, c'est très bizarre de dire ça, hein, mais c'est qu'on a fait 50-50 à un moment avant de se remettre ensemble et donc l'un et l'autre, on sait très bien qu'on sait gérer tout seul nos 3 enfants sans souci. Donc il y a plus cet enjeu-là entre lui et moi. Et donc voilà, voir mes amis plus souvent, passer beaucoup plus de temps avec mon mari. On a fait plein de week-ends, ce qu'on faisait jamais avant. Donc en fait, j'ai eu une vie pour moi en dehors du travail, en dehors de mes enfants. Et ça, c'est très épanouissant. Donc ça, c'est ce qui a marché en 2024. Maintenant, je passe à ce qui a été difficile et ce que j'ai pas du tout kiffé en 2024. C'est la deuxième partie. La première, c'est que j'ai eu la mononucléose. Cette claque, je me suis prise. Oh. Mais bon, j'ai bien conscience que j'avais un système immunitaire faible, que j'avais accumulé tellement de fatigue, de colère, de tristesse, de stress, de difficultés, de trauma ces dernières années que mon corps, à un moment, il allait dire pop, viens là, stop. J'ai lutté et j'ai découvert un peu après que j'ai eu la mononucléose, mais je pouvais même plus me lever du lit. C'était une fatigue, j'avais jamais connu ça. Et c'est très difficile en fait quand on est parent de très jeunes enfants qui dorment pas bien, de se demander est-ce que c'est normal que je ressente cette fatigue-là puisque voilà mes filles dorment pas, ou est-ce que vraiment j'ai un problème autre qu'il faut que je consulte. Notre psy de couple a beaucoup rigolé parce qu'elle disait mais en fait vous êtes incapable de prendre soin de vous, mon mari et moi. Elle dit n'importe qui a une mononucléose il consulte en fait. Et bon non mais j'ai consulté mais on est parti sur plein d'autres pistes, je me suis fait tester et c'était oh là là, j'ai eu à peu près à partir de mi-février jusqu'à mi-avril. Mais je pouvais même pas prendre mon vélo, je faisais rien. Voilà pourquoi aussi la première partie de l'année, je pouvais pas trop stabiliser. Je crois que mon corps, il était en train de me dire, vas-y, tranquille, là, relâche un peu, là, il y a l'hiver, dors. Ce que je faisais pas vraiment, je culpabilisais, parce qu'en plus, je venais d'accueillir dans l'équipe des personnes. Le timing était horrible. J'étais pas du tout dedans. Donc ça a été très dur ma santé les premiers mois. Aujourd'hui, pas du tout. Aujourd'hui, c'est cool. Je me comprends mieux aussi. Je comprends mieux comment je fonctionne, mes hormones. Enfin voilà, j'ai mis en place plein de choses sur ma santé, dont je parlerai dans un épisode bientôt, pour améliorer ça. Mais je ne peux que vous recommander, si vous sentez que vous avez des symptômes un peu bizarres, mais s'il vous plaît, consultez des professionnels de santé. Ne restez pas à vous dire c'est normal. Nous, les femmes, on a tellement tendance à se dire c'est normal que je me sente fatiguée, que je ne sois pas bien. On pense à nos enfants, on pense à nos conjoints, conjointes, peu importe, mais on s'oublie. Et alors si on est parent solo, encore plus, parce que quand on n'a pas de relais, c'est encore plus difficile pour celles en tout cas qui ne sont pas en garde partagée. Donc voilà, je pense que ça a été le gros down de mon année 2024 que j'avais pas anticipé, mais ce ne serait pas la vie si on pouvait pas anticiper ce genre de choses, enfin si on pouvait l'anticiper plutôt. Voilà, c'était la mononucléose, je ne vous recommande pas. Je pensais que c'était que les adolescents qui l'avaient, que c'était pas une maladie que les adultes pouvaient avoir, et en fait pas du tout, les adultes l'ont. Donc c'est comme ça, c'est pas grave, j'en suis sortie. J'espère juste que ça ne se réactivera pas à un autre moment, donc j'essaye quand même de protéger mon sommeil pour que mon système immunitaire aille bien au final. Voilà, alors l'autre chose que j'ai rencontrée, c'était ça, la difficulté de stabiliser ma vie de famille. Vraiment, les 6 premiers mois, ça a été assez intense parce qu'on a essayé de reprioriser notre couple, évidemment. Mais pour nos enfants, c'était parfois insécurisant qu'on soit pas avec elles. C'était des luttes de sommeil encore. C'était encore de la thérapie. C'était encore des difficultés à la séparation. Bon, ça arrive encore de temps en temps, mais c'était une année intense pour ma fille qui est rentrée en petite section. Vraiment, on n'en parle pas assez à quel point la petite section, ça les bouleverse. Pour certains, évidemment, c'est facile et pour d'autres, c'est bien plus compliqué. Ma fille est née en fin d'année en plus, donc elle avait à peine 3 ans quand elle est rentrée à l'école. C'était dur pour elle. Et donc, fallait gérer ça. Beaucoup de crises, beaucoup d'intensité pour elle parce que trop d'informations, je pense en même temps. Là, la moyenne section, c'est beaucoup plus facile. Mais vraiment, la petite section pour chacune de mes filles, pour l'instant, ça a été un moment assez costaud pour elle. Donc,
stabiliser notre famille, ça m'a demandé beaucoup d'efforts et ça a été pas facile. Et je crois que je ne m'attendais pas du tout à ça. Quelqu'un a rigolé en me disant « Non mais tu m'aurais dit que vous étiez remis ensemble et que ça s'était super bien passé d'entrée, j'aurais trouvé ça chelou. » Je dis « Ah ouais ?» Moi, je pensais que ça allait être trop facile. Mais c'est bien, j'ai toujours de l'optimisme. Au moins, ça m'aide à passer le cap et à aller faire des choses difficiles. Donc voilà, ça, c'était dur. Autre chose qui a été très difficile pour moi cette année, ce sont les réseaux sociaux. Alors, je sais que si vous m'écoutez, peut-être que vous n'êtes pas trop sur les réseaux sociaux, ou en tout cas, ça ne fait pas partie de votre métier, mais c'était dur cette année. Mais je pense de manière générale, l'ambiance est très compliquée. On vit dans un monde difficile où on a accès à beaucoup d'images dures. Le conflit israélo-palestinien est très compliqué sur les réseaux sociaux. On se fait très vite alpaguer sur nos prises nos prises de position. C'est très dur de contenter tout le monde. En fait, chacun a des attentes de ce qu'on devrait dire ou pas dire. C'est une guerre qui fait beaucoup de mal. Ce qui s'est passé en Israël le 7 octobre est atroce. A dû réveiller beaucoup de souffrance chez les Juifs israéliens qui ont vécu la Shoah. Et cette guerre qui n'en finit pas, ces enfants qui meurent à Gaza, de les voir. Enfin, sincèrement, moi, je peux pas vous dire que je passe au-dessus, c'est impossible. Ça a été très difficile à voir. En tant que maman, j'ai des souvenirs de moments où je vois des images où j'éteins mon téléphone et je vais pleurer de voir ces mamans à Gaza qui ont leur bébé dans les bras. Enfin, voilà, il y a pas de bonne chose à dire sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux et qui est difficile, sur ce qui est en cours en ce moment, sur l'antisémitisme qui monte, sur l'islamophobie. Enfin, ça doit être très dur d'être stigmatisé en permanence. J'en ai conscience de parler d'une posture de quelqu'un qui vit pas ça au quotidien. Mais bon, en tout cas, ça a été un moment difficile. Je pense parce que je suis très sensible et que ça me heurte et que j'ai aussi reçu beaucoup de messages de haine et c'est pas facile à gérer au quotidien, on va pas se mentir. Je sais qu'il y a des attentes de la part des gens et on peut pas en fait répondre à tout le monde. Donc j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de pression cette année sur les réseaux sociaux. J'ai trouvé que c'était très dur parce que si vous connaissez un petit peu les coulisses d'Instagram notamment, l'algorithme il fait mal, c'est dur, on comprend pas pourquoi, des moments ça marche, des moments vous voyez plus nos stories, alors qu'avant il y avait aucun souci. Et je voudrais même aller plus loin dans la réflexion sur les réseaux sociaux, c'est qu'avant, vous voyez là en ce moment j'ai à peu près 150 000 abonnés sur Instagram, c'est énorme si on y pense, le nombre de gens en fait, c'est plus grand qu'un stade complet au Stade de France, c'est fou. Et en fait il y a 10% des gens qui voient mon contenu, alors que avant, des gens qui sont abonnés, je veux dire, avant, je m'adressais vraiment que à mes abonnés. Et depuis 2022, l'algorithme a changé, donc c'est tout le monde qui peut voir, pas les gens abonnés. Donc les gens abonnés ont moins tendance à voir sur ce à quoi ils sont abonnés. Et je trouve ça très dur parce qu'on s'adresse à un public, on ne sait pas trop qui. Donc ça correspond pas forcément à leurs attentes, ce qui est normal, ça correspond aux attentes des gens qui sont abonnés, mais qui ne nous voient pas. Donc si je peux vous demander de nous mettre en étoile, donc en favori sur votre réseau social, sur Instagram, parce que ça fait que l'algorithme vous montrera nos contenus qui s'adressent à vous en fait. Et ça, j'ai un peu la sensation qu'on a perdu ce lien avec vous, le public, la communauté, parce que à cause de l'algorithme, c'est très dur. C'est aussi pour ça que j'ai initié les retraites, parce que j'avais besoin de retrouver un petit peu de contact avec la communauté, avec les gens. Je sais que vous êtes de plus en plus à écouter au final, et j'ai l'impression d'avoir de moins en moins de contact avec vous à cause de l'algorithme, et ce qui fait que de manière sournoise, on est moins sur les réseaux sociaux à répondre à tout le monde, parce qu'il y a moins de gens qui sont là en fait, donc c'est un cercle vicieux. Bref, je sais que c'est très technique ce que je veux dire et ça vous saoulera peut-être, mais ça a du sens parce que c'est notre lien ensemble. Et c'est aussi pour ça que j'ai sur Patreon une communauté qui est là. On fait un cercle tous les mois pour celles qui sont sur la formule VIP et parce qu'il y a aussi des papas. Et donc ça me permet d'avoir un vrai lien qui est beaucoup plus agréable. Parce qu'on discute de thématiques tous les mois. Il y en a les 3/4 qui sont dans les cercles qui sont venus à la retraite. Donc vraiment, il y a un lien et je trouve ça très très fort et très agréable. D'ailleurs, certaines se voient en dehors. Elles ont un groupe à Paris. Donc voilà, je trouve ça hyper ça, je trouve ça hyper cool. Mais la réalité des réseaux sociaux pour nous, créateurs, créatrices de contenu, c'est dur. Il y en a beaucoup à se le dire. Et c'est dommage parce que c'était un espace incroyable et c'est devenu
trop dur à gérer pour nous. La dernière chose que je pourrais dire, c'est que je pense que j'ai fait un mini burn-out post-année chaotique et que en fin d'année, j'arrivais plus à créer, enfin en fin d'année scolaire, en juin, juillet, là, j'arrivais plus à rien faire en fait. Je m'étais engagée à faire des choses que je tenais pas, j'arrivais plus à créer, j'avais plus de plaisir à aller sur les réseaux sociaux et j'ai dit là, il faut que je coupe. J'ai dit à mon équipe, je suis désolée, je vous assure que ça va remonter. Derrière, nos audiences avaient baissé, mais ça se voyait parce que moi, j'étais pas dedans. Entre la mononucléose et tout ce que j'avais encaissé les années d'avant, il fallait que je fasse une pause. Donc, j'ai pris 6 semaines cet été et ça a été un immense soulagement. J'ai le luxe de pouvoir le faire sur mon modèle économique. C'est possible de ne pas travailler pendant 6 semaines parce que ça continue de travailler sans moi. Et vraiment, ça m'a fait du bien de rien faire, en fait. Bon, j'ai pris 3 semaines de vacances avec mes enfants. J'ai pris 6 semaines, mais il y a 3 semaines où j'ai été en vacances. Et bon, là, c'est pas du repos, mais c'était trop cool. C'était la première fois où on s'est dit, ah, ça va, c'était chouette les vacances. Et je suis très honnête, parce que j'en ai pas parlé sur les réseaux sociaux. On est parti pour la première fois de notre vie en vacances une semaine au Club Med. Alors, on a payé, on n'est pas invité. On a eu la chance d'être surclassé parce que une des personnes du Club Med avec qui je travaille de temps en temps nous l'a offert, donc merci vraiment. Je sais que c'est inaccessible à 95% des familles, vraiment nous c'est la première fois qu'on se paye ça, mais c'est vrai que ça devrait être un peu partout parce que c'est un luxe incroyable de ne pas avoir à faire à manger, de pouvoir laisser les enfants, on les laissait 3 heures le matin pour nous aller faire de la rando et après on les récupérait toute l'après-midi et le soir. C'est une ambiance particulière, le Club Med, clairement. On était dans les Alpes, à la montagne, c'était super chouette. Je sais qu'il y a d'autres façons de le faire puisqu'il y a d'autres clubs qui sont moins chers et on est aussi allé en camping où il y avait un club enfant. C'est juste qu'il faut faire à manger et je vous avoue, c'est vraiment le truc qui me saoule en vacances, faire à manger. Mais donc ça a aussi été à participer à faire qu'on avait prévu cette dernière semaine au Club Med de nos vacances pour faire un reset et profiter. Donc c'est tout à fait le privilège que c'est de pouvoir faire ça. Et je comprends aussi les familles qui ont les moyens qui le font. C'est une ambiance particulière, clairement. On a trouvé des gens formidables, c'était trop cool. Des familles, et vous étiez beaucoup pendant cette semaine-là à écouter la matrescence et être venus me voir. C'était assez perturbant, j'ai trouvé, de voir qu'il y avait autant de parents fans du podcast. Donc voilà, je suis transparente avec vous, j'en parle pas forcément sur les réseaux sociaux parce que j'ai conscience que c'est un énorme luxe, mais j'ai pas honte de le dire que voilà, on a eu les moyens de pouvoir se le payer et que c'était une super expérience. Je ne passerai pas toutes mes vacances dans ce type de club, mais une fois par an, c'était plutôt chouette. Voilà, si j'ai fait le bilan de ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et dès janvier, vous aurez mon mot pour 2025, donc commencez à y réfléchir et on vous fait un petit guide évidemment pour 2025. Mais par contre, je n'en ai pas parlé depuis le début, nous avons préparé un guide pour ça, pour vous. Vous cliquez dans les liens de l'épisode pour pouvoir le télécharger, pour pouvoir faire ce bilan, noter et faire une introspection de ce qui s'est passé. C'est vraiment utile, je vous assure, ça fait du bien pour pouvoir savoir être fier de soi et pour pouvoir aller de l'avant pour 2025. Donc vous avez ce guide-là pour 2024 et vous en aurez un à la rentrée pour 2025. Je voudrais terminer par vous dire mais merci d'être si fidèle à ce podcast, d'avoir peut-être découvert cette année, parce que vous êtes 56% sur Spotify à avoir découvert le podcast, je crois, après l'épisode de Anna Roy sur le Baby Clash, qui d'ailleurs, je le redis, a été le 4e épisode le plus partagé en France cette année. Je trouve que c'est incroyable de se dire ça avec les tout petits moyens qu'on a dans ce podcast. Le premier, je le salue, c'est celui de Génération Do It Yourself de Mathieu Stéphanie, qui m'a beaucoup aidé au début de mes podcasts, avec le président Emmanuel Macron. C'est cet épisode qui a été le plus partagé, mais nous, on est 4e. Il y a Victoire Toyon devant nous, sur le cœur sur la table. Et bref, je suis très fière de ça, de ce travail, parce que ça veut dire que vous êtes une communauté active, ça veut dire que vous êtes présent au quotidien et que vous faites rayonner ce podcast. Donc vraiment un merci immense pour la confiance que vous m'avez accordée en 2024, pour tous les retours au quotidien que vous me faites.
2025 s'annonce juste incroyable, vraiment, je le redis, il y aura un événement live, il y aura 2 retraites, il y a notre formation qui va enfin sortir. Je crois que ça va être une année trop chouette, pour vous, pour moi, pour nous. Donc merci d'être là, je vous souhaite de très joyeuses fêtes. Coupez, si vous le pouvez, si vous avez la possibilité. Profitez de ces moments-là en famille, si vous aimez ça évidemment. Ou en tout cas juste coupez pour vous, pour vous ressourcer, ça fait toujours du bien. Il était un peu long cet épisode. En tout cas, n'hésitez pas à télécharger le guide. À très vite. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de la Matrescence. Merci infiniment pour votre soutien. Si vous voulez découvrir de nouvelles pépites, n'hésitez pas à aller sur le site www.lamatrescence.fr. Vous pouvez également vous abonner à la newsletter qui sort tous les vendredis. Rendez-vous également sur le site pour pouvoir vous inscrire. Ensuite, vous devez vous abonner sur votre plateforme d'écoute pour pouvoir recevoir les notifications. C'est ce qui fait grandir ce podcast. Merci infiniment et continuez de partager ce savoir autour de vous. Je sais que c'est comme ça que beaucoup des auditrices et des auditeurs ont découvert ce podcast. Alors un grand merci. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine.